Après avoir exploré l'ensemble des aspects de la QVCT, qualité de vie et conditions de travail dans les organisations, nous abordons aujourd'hui un aspect important de la prévention avec le sujet des RPS. Les RPS ou risques psychosociaux. Connaissez-vous ces autres acronymes DU, DUERP, TMS, QVCT, RSE? Nous en parlons tout de suite avec le docteur Jean-Noël Amato, psychologue du travail à l'ARACT Réunion, agence régionale pour l'amélioration des conditions de travail, notre partenaire institutionnel hautement qualifié pour cette série de causeries consacrées à la QVCT. Et nous avons donc le plaisir de retrouver le docteur Jean-Noël Amato pour cette 13e causerie consacrée à la QVCT. Bonjour Jean-Noël Amato. Bonjour à tous. Alors du coup, oui, cette 13e causerie consacrée à la QVCT et en fait, finalement, pas de QVCT sans avoir traité les risques psychosociaux auparavant. Donc là, du coup, aujourd'hui, on va parler des risques psychosociaux. Comme vous l'aviez présenté dans la petite introduction précédemment, voilà, il y a plusieurs sigles qui viennent se mettre les uns au-dessus des autres lorsqu'on parle de risques psychosociaux, de QVCT, de RSE, de TMS. Donc l'idée, là, ça va être un peu de dégrossir et de pouvoir donner une signification à chacun de ces éléments. Donc il y a le DU, c'est le document unique, et il y a aussi le DURP, document unique d'évaluation des risques professionnels. C'est la même chose. C'est un document obligatoire dès un salarié et ce document vient recenser en fait l'ensemble des risques physiques auxquels les salariés peuvent être exposés. Donc le risque de chute de plein pied, le risque chute de hauteur, la manutention, le risque routier va être pris en compte également dans le DU. Ça peut aller beaucoup plus loin puisqu'on peut aussi prendre en compte le risque comportement addictif. Donc voilà, donc il y a pas mal de risques qui sont pris en compte, mais ça reste les risques physiques donc, qui génèrent en général un accident du travail. D'accord, alors ce DU, document unique, c'est un document qui est instruit, complété par le chef d'entreprise. Alors, ou est-ce qu'il est aidé pour comment est-ce qu'on conçoit, comment est-ce qu'on les évalue? C'est peut-être un peu compliqué. Alors c'est un peu compliqué. Alors il est sous la responsabilité du chef d'entreprise. Par contre, le chef d'entreprise peut déléguer l'évaluation à son service QHSE, donc qualité, hygiène, sécurité, environnement. Mais ça peut être aussi, il peut constituer au sein de son entreprise un petit copil qui va être en charge de... Mais s'il n'y a qu'une personne, du coup, là, il le fait lui-même. Il évalue... Voilà, sur les TPE, PME, ils vont être faire entre eux. Mais sinon, c'est aussi pris en charge par le CSE et notamment le CSST, donc c'est Commission Sécurité, Santé et Travail. D'accord. Alors, je crois que j'ai inversé. C'est peut-être Commission Santé, Sécurité, Travail. Voilà. Mais bien, ce n'est pas... En tout cas, c'est sûr que c'est CSST. D'accord. Et donc, ce document, en fait, après, ce qu'il faut bien voir aussi, garder en tête, c'est que ça reste un véritable outil de management du risque. Il doit être réévalué tous les ans. Où il doit être aussi remis à jour lorsqu'on va engager un nouveau salarié, ou bien en cas de changement majeur dans l'entreprise, donc par exemple un déménagement, mais ça peut être dans l'industrie, la mise en place d'une nouvelle ligne de production, il va falloir réactualiser le document unique d'évaluation des risques professionnels. Donc ce qu'il faut garder aussi à l'esprit, donc, c'est principalement les risques physiques et globalement, il y a 19 familles de risques physiques.
entre le risque de chute, la manutention, risque routier, risque incendie. Mais voilà, ils sont bien délimités et l'INRS les suit et les met à jour aussi. Donc en fait, oui, c'est ça. C'est que le document, il est quand même accompagné dans ce sens qu'ils sont déjà dans des familles de risques, les risques sont déjà identifiés, il suffit de cocher en fait. Voilà, alors il suffit de cocher, il suffit aussi de l'évaluation, la formule pour les évaluer est déjà mise en place. On va venir évaluer donc la gravité. Le risque routier est forcément plus grave que le risque chute de plein pied. La fréquence, alors là la fréquence c'est très très variable, mais par exemple il faut garder à l'esprit que sur l'île de la Réunion, en moyenne, les Réunionnais font 25 km par jour en voiture pour se rendre à leur domicile. C'est énorme et du coup, en termes de risque routier, la fréquence, du coup, elle est vraiment très élevée, quasi quotidienne sur l'île de la Réunion. Donc c'est un risque qui ressort beaucoup. Après, rassurez-vous, il y a quand même peu d'accidents automobiles liés au travail, en fait. Très bien. Alors, donc, on a ce sigle, DU, DURP, on a compris que c'était le même document, en fait. Vous avez, alors, on a d'autres sigles. Alors, RPS, on a vu risques psychosociaux, par exemple. C'est les risques psychosociaux. Donc là, ce qu'il faut... Ça concerne quoi, en fait, ces risques ? Alors, en fait, ça va être ce qu'il faut prendre en compte dans les RPS, c'est que finalement, il y a les troubles psychosociaux, et ça, tout le monde les connaît, et tout le monde y a été exposé à un moment ou à un autre. C'est le stress, le burn-out, et puis nous, ce qu'on va appeler les violences internes ou externes à l'entreprise. De façon un peu plus quotidienne, les violences internes à l'entreprise, souvent les personnes vont parler de harcèlement. Nous, on ne parle pas de harcèlement dans le sens où seul un juge peut définir si c'est une situation de harcèlement ou pas. Donc on va parler de violence interne ou violence externe à l'entreprise, mais le harcèlement, on va peu dessus. C'est-à-dire que les personnes peuvent se sentir harcelées. C'est ça. Voilà. Mais c'est aussi un terme juridique, c'est ce que vous expliquez. C'est ça, oui. Après, ça reste un... Parce que la personne peut se sentir harcelée, elle dit mais je suis harcelé. Parce que c'est en permanence, enfin, il y a tout un tas de signes, de faits, mais après, seul un juge peut déterminer, parce que du coup, ça a des conséquences juridiques. Assez importantes. Assez importantes. Alors, les troubles, on a vu les risques, et donc les troubles et les risques, on a vu que c'est donc pas la même chose. C'est ça. Donc, les troubles, donc, c'est le stress. Le burn-out, c'est une accumulation de stress, de situations de stress, et puis, au bout d'un moment, on n'arrive plus on a consommé toutes nos ressources énergétiques, donc, bam, on s'écroule. Ce qu'il faut aussi garder à l'esprit, c'est qu'on ne fait pas un petit burn-out. Ça n'existe pas. Un petit burn-out, ça va être un épisode dépressif transitoire, mais en aucun cas un petit burn-out. Le burn-out, c'est vraiment c'est au moins 3 mois pour s'en remettre. Ça fait 15 jours. Voilà, c'est pas un burn-out. Donc le stress, le burn-out, une accumulation de stress, et puis du coup les violences internes ou externes. Et parmi les violences internes à l'entreprise, voilà le sentiment d'être harcelé, ça peut... que l'on vient d'exprimer. Alors il y a un autre acronyme, TMS. Alors, les TMS, pour le coup, donc ça, c'est les troubles musculo-squelettiques. D'accord. C'est le canal carpien, le coude, l'épaule, le cou, le lombalgie, donc le dos. Et donc là, on est vraiment sur troubles musculo-squelettiques. C'est vraiment un aspect pathologique et physique. Alors que sur les risques psychosociaux, donc on a les troubles psychosociaux, et on a aussi ces fameux facteurs de risque. Donc il y a 6 facteurs de risque qui sont des éléments qui peuvent expliquer les troubles. Finalement, quand on est stressé, ça peut être lié à la charge de travail, au manque d'autonomie. Donc il y a 6 grands facteurs comme ça qui sont donc la charge de travail, l'autonomie, le conflit de valeurs, l'insécurité de la situation de travail. Par exemple, une personne qui est en CDD, puis à nouveau en CDD et encore en CDD, elle n'est pas sûre de pouvoir continuer dans l'entreprise, et donc ça génère une certaine forme de stress. Et par contre, on n'a pas ou peu
de risques musculo-squelettiques. Alors oui, la manutention, on va essayer de limiter la charge, mais on est vraiment sur les troubles musculo-squelettiques, c'est-à-dire j'ai mal au poignet, j'ai mal au Oui, coude. c'est-à-dire que la posture, l'ergonomie du poste de travail va avoir des conséquences, parce qu'on y passe beaucoup de temps, notamment lorsque beaucoup de gens travaillent sur ordinateur maintenant, et donc il faut vraiment une position bien adaptée à la morphologie de chacun. En plus, c'est vraiment lié à chaque personne. C'est ça. Et ce qui émerge aussi en ce moment sur le travail sur ordinateur, c'est ce qu'on appelle la posture sédentaire, en fait. Donc, on consomme pas assez d'énergie, on reste assis en permanence. La sédentarité, sur le court terme et le long terme, peut avoir des conséquences catastrophiques. Complètement. Donc voilà, ça c'est aussi des préventions de ce type-là que les entreprises aujourd'hui peuvent prendre en considération. Oui, en tout cas, il y a différents petits modèles qui peuvent venir les aider à améliorer la situation, l'organisation du travail, les conditions de travail, de façon à ce que les personnes puissent un peu plus se mouvoir. Alors, d'autres acronymes qu'on peut expliquer, évidemment, pour les personnes qui rejoignent cette série. On a vu en long, en large, si on peut dire, et en travers, la notion de QVCT depuis maintenant de nombreux épisodes. Pour les personnes qui n'auraient pas vu ces épisodes, n'hésitez pas. Dès l'épisode numéro 1, c'est extrêmement intéressant, passionnant, cette question de la QVCT. Donc QVCT. Alors, merci beaucoup pour le extrêmement passionnant et intéressant. Donc, c'est qualité de vie et conditions de travail. Donc, pareil, on a un modèle qui va venir expliquer comment fonctionne la QVCT, quels sont les grands facteurs sur lesquels on peut agir. Ce qu'il faut retenir sur la QVCT, c'est que c'est principalement une démarche expérientielle. Ça veut dire, on expérimente, on va voir comment on peut améliorer la performance et le bien-être des salariés. Mais du coup, on expérimente. Et puis, une fois qu'on a expérimenté, ce qui a fonctionné, on essaie de le déployer dans d'autres entreprises, enfin dans d'autres services ou d'autres entreprises si on capitalise. Donc vraiment une démarche expérientielle. Le but, améliorer les conditions de travail et du coup en conservant à l'esprit que ok, on est sur une démarche expérientielle, donc peut y avoir des ratés. Mais ces ratés, c'est aussi bien de rebondir dessus et de pouvoir analyser qu'est-ce qui n'a pas fonctionné et comment je peux améliorer ce qui n'a pas fonctionné. Très bien, merci pour ces explications. Elle est maintenant la RSE. Alors, c'est connu et en même temps peut-être pas connu de tout le monde. C'est ça. Alors la RSE, en même temps, c'est assez récent. Donc c'est responsabilité sociale et environnementale de l'entreprise. C'est une norme AFNOR, la RSE. Et du coup, les premiers travaux de RSE, c'est 2010. Et en fait, 2015, les premières consolidations de la norme et première diffusion. Et on n'est qu'en 2024. Ça va vite, finalement, c'est intégré depuis assez peu de temps. C'est ça. Cette responsabilité sociale, évidemment, et environnementale, on le voit, en fonction des secteurs d'activité, peut avoir des conséquences effectivement extrêmement, très importantes sur la vie en fait quotidienne des citoyens. C'est ça, puis sur les conditions de travail, des salariés. Donc là, du coup, voilà, on a rebalayé un petit peu tout. Alors on va rentrer un peu plus dans le détail. Je sais pour les personnes qui veulent en savoir plus, on va rentrer dans le détail. Et on voit qu'il y a un ordre, en fait. Il y a un ordre entre l'ensemble de l'EDU, RPE, etc. Pourquoi est-ce qu'il y a cet ordre ? Alors, cet ordre, il est un peu historique. Sur le DU et les risques physiques, finalement, c'est la première chose qui est apparue. J'ai un accident du travail et je cherche à expliquer cet accident du travail. Et puis après, progressivement, on est venu intégrer... OK, mais il y a des accidents où les personnes se sentent stressées et à bout, et donc du coup, bam, c'est les risques psychosociaux. Et puis du coup, encore au-dessus, on s'est dit, ce serait pas mal de voir quand même la performance de l'entreprise. Et puis là, c'est la QVCT, et puis la RSE. Mais je vous ai fait un petit schéma pour expliquer comment tout ça s'articule. Donc là, on peut retrouver du coup les sigles DU, document unique, risques psychosociaux, les TMS, QVCT et RSE. Au centre de ce schéma, il y a un grand point rouge, ce sont les risques physiques, et ces risques physiques sont intégrés dans le document unique.
Sur la gauche apparaissent les risques psychosociaux, pareil, intégrés au document, de plus en plus intégrés au document unique. De l'autre côté, sur la droite, au même niveau que les risques psychosociaux, du coup, les troubles musculo-squelettiques. Les troubles musculo-squelettiques ne sont pas forcément intégrés systématiquement au DU. Par contre, ils sont systématiquement pris en compte, notamment sur le risque de manutention. Donc l'idée, après, c'est de réduire le nombre d'arrêts maladie liés à la manutention et donc aux troubles musculo-squelettiques. Cet ensemble DU avec RPS et TMS, du coup, on peut l'intégrer dans la qualité de vie et les conditions de travail. Comment améliorer la qualité de vie et les conditions de travail. Je ne sais pas si vous vous souvenez des différentes petites pétales que j'avais présentées la dernière fois, mais il y en avait une qui était santé au travail. Et dans cette pétale santé au travail, un des indicateurs pour dire OK, c'est pris en compte et on essaie de l'améliorer, c'était est-ce que le document unique existe, est-ce qu'il est à jour, est-ce qu'il est suivi. Et du coup, si ce document est mis à jour, du coup, les risques psychosociaux sont pris en compte. Les TMS, on essaie de les faire diminuer. Et nous, derrière, on peut venir sur, OK, maintenant, on va venir vraiment améliorer la santé au travail et voir comment, au niveau de l'organisation, on peut anticiper et, du coup, améliorer et conseiller les entreprises pour une meilleure performance. Et puis, du coup, tout ça, c'est dans un grand carré que j'ai mis en bleu là, mais on aurait pu mettre... La couleur n'a pas de signification, mais en tout cas, dans ce grand carré, on peut voir que l'ensemble des concepts qu'on utilise, finalement, ça fait partie de la psychologie des organisations ou de ce qu'on appelle aussi la psychologie du travail, et que ça vise vraiment à améliorer, anticiper et conseiller. Et puis, c'est aussi... Finalement, dans un certain sens, c'est adapter le travail à l'homme. Et ça fait partie aussi des grands principes de prévention des risques. Alors, au-delà, vous avez vraiment bien décrit ce schéma. Et on voit apparaître, effectivement, vous l'avez évoqué un petit peu, mais on voit que tout ça est normalisé avec des normes ISO. Pour les RPS prévention, vous notez santé et sécurité au travail, c'est la norme ISO 45001. Et pour les TMS prévention, c'est la norme RSE ISO 26000. Et c'est pas trop difficile de respecter ces normes parce qu'en général, elles sont quand même très, 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 très pointues, très avancées. Alors, en effet, ISO 45001, c'est une norme qui est assez lourde à mettre en place. Et c'est vraiment la norme santé et sécurité au travail. On aurait pu presque agrandir le carré. Là, je l'ai remis sur risque physique et risques psychosociaux avec le DU, mais c'est une norme qui est vraiment intégrative et intégrale. Donc, elle est assez importante et du coup difficile à mettre en place, mais ça reste une norme. Donc c'est vraiment soit je l'ai fait, soit je ne l'ai pas fait et on coche. D'accord, oui, d'accord. Okay, du coup, on est quand même pas mal guidé. Pareil sur RSE. Alors RSE, oui, ça va prendre en compte les TMS, mais ça prend surtout en compte finalement la qualité de vie et les conditions de travail, et puis la psychologie des organisations. Pareil, ça va être une norme de qualité, donc soit on atteint les seuils de qualité, soit on les atteint pas. L'intérêt sur la norme RSE, c'est que finalement, on est presque obligé d'être en action quand on la suit. Faut mettre en place ce qui est préconisé. Ça implique de mettre en action l'organisation. Merci Jean-Noël, c'est très informatif entre guillemets. On a appris beaucoup de choses. Et maintenant, je vous propose peut-être qu'on aille rentrer un peu dans le détail. Parce qu'il y a un certain nombre de composants que vous avez évoqués, notamment sur ces questions des troubles, des risques d'abord, de la prévention, des modèles, des facteurs, des déterminants. Beaucoup de choses à dire. Et donc, on l'a annoncé, on va rentrer un petit peu plus dans le détail.
Ça marche. Alors du coup, donc j'ai repris le même graphique. Donc là, du coup, on retrouve au centre nos risques physiques avec le DU ou le DURP. C'est vraiment 19 familles de risques physiques et on va venir évaluer la fréquence d'exposition à ce risque, la gravité du risque. Et puis, il y a un autre petit indicateur qui est le niveau de maîtrise. Donc, est-ce qu'on le maîtrise au niveau organisationnel, au niveau technique, avec distribution d'EPI adaptés. Donc, les EPI, c'est équipement de protection individuelle. Et puis, organisationnel, individuel. Le troisième m'échappe, mais il y a 3 petits critères de niveau de maîtrise sur ces 19 familles de risques. Donc ça, c'est les 19 familles de risques de base. Et puis après, je vous disais, ben voilà, finalement, dans une entreprise, il y a quand même d'autres risques auxquels peuvent être exposés les salariés. Par exemple, le risque de comportement ou de conduite addictive, on peut aussi venir le mettre dans le DU. Ça signifie aussi qu'on va mettre en place un certain nombre de process ou d'actions pour venir prévenir ce risque et donc aider les salariés qui sont exposés à ce risque. Donc là, c'est vraiment cadré. La démarche est suivie par... pas suivie, mais en tout cas, l'INRS donne un certain nombre d'outils et de préconisations pour mettre en place ce fameux DU. Il n'y a pas de forme sur le DU. Ça peut être des feuilles A4, un tableau Excel, une série de post-it si vous voulez. Mais l'essentiel, c'est que les risques soient évalués et surtout qu'on arrive aussi vers des éléments de préconisation et des plans d'action pour réduire ces risques. Donc le post-it, c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais la feuille A4, c'est mieux. Ensuite, on retrouve du coup les risques psychosociaux qui sont intégrés au DU. Et puis là, on peut voir, du coup, voilà, il y a 6 facteurs de risque. Donc, ces 6 facteurs de risque, c'est vraiment les 6 risques qui viennent expliquer les troubles psychosociaux. Donc, le stress, le burn-out ou les violences internes ou externes à l'entreprise. Et du coup, je l'avais mis là. Mais du coup, sur ces 6 facteurs de risque, le premier, c'est ce qu'on appelle l'intensité ou le temps de travail, ce qu'on va appeler aussi régulièrement la charge de travail, les exigences émotionnelles. L'exemple le plus simple à retenir, c'était par exemple pendant la période Covid. Le samedi, vous aviez un membre de votre famille qui était hospitalisé pour cause de Covid, et le lundi, il fallait quand même être tout sourire au boulot. Voilà, ça c'est quelque chose qui prend pas mal de ressources. L'autonomie et les marges de manœuvre. Donc ça, pareil, ça peut être aussi un facteur qu'on peut mobiliser. Les gens peuvent être en demande d'autonomie, mais ça peut être aussi un trop d'autonomie. On se retrouve un peu comme un écrivain face à une page blanche. Ensuite, dans les autres facteurs de risque, il y a les rapports sociaux et la reconnaissance au travail. Alors souvent sur les RPS, on va parler de rapports sociaux dégradés. Ou de manque de reconnaissance au travail. Le 5e risque, moi je le trouve un peu rigolo, c'est ce qu'on appelle le conflit de valeurs. Voilà. En gros, l'exemple le plus simple, c'est un peu le boucher charcutier. Toute la journée, il coupe de la viande et en fait, il est végétarien. Oui, là, il y a un sacré conflit de valeurs. Là, pour le coup, l'exemple est... Et puis le dernier, donc du coup, l'insécurité de la situation de travail, c'est ce que je vous disais précédemment. En fait, quand des personnes sont sur de multiples CDD, voilà, ça va générer une certaine forme de stress. Donc c'est un modèle multifactoriel, il y en a 6 grands facteurs. Et puis, ce qui est privilégié, c'est l'approche pluridisciplinaire. Donc essayer de faire ça en équipe avec plus différents points de vue pour trouver et mettre en place des préconisations adaptées. Du coup, un peu plus haut, on a la qualité de vie et les conditions de travail. Donc l'objectif, c'est améliorer la performance de l'entreprise et améliorer les conditions de travail. Donc là, on a 6 grands sujets.
de QVCT, qui passe par du coup la santé au travail, mais aussi le management participatif, l'égalité professionnelle, la formation aux professionnels au quotidien. Un des éléments qui est vraiment très important pour nous, c'est aussi le dialogue social et le dialogue professionnel. Donc voilà, donc 6 sujets. Sur ces 6 sujets, finalement, on a 35 déterminants. Un déterminant, par exemple, du sujet santé au travail, ça va être est-ce que le DU est à jour ou pas à jour? Est-ce qu'il existe ou est-ce qu'il n'existe pas dans l'entreprise? Donc voilà, donc ça va être des éléments comme ça. Les déterminants, c'est vraiment finalement un peu des indicateurs de qualité de vie et conditions de travail. Donc pareil, on est sur un modèle multifactoriel et pour que ça fonctionne au mieux, on l'avait dit, c'est d'embarquer l'entreprise, d'essayer d'être à un niveau vraiment stratégique au niveau de l'organisation de l'entreprise, et puis aller chercher finalement la gouvernance, mais aussi les salariés, et souvent c'est eux qui ont les meilleures idées pour améliorer la qualité de vie et les conditions de travail. De l'autre côté, à l'opposé de ce petit schéma, donc on est toujours sur les troubles musculo-squelettiques. Je vous avais dit, pour le moment, on n'a pas de risque musculo-squelettique. C'est vraiment très, très peu employé. Ça va être un peu employé dans le DU avec le risque manutention. Voilà, on sait que c'est un risque musculo-squelettique, mais on est vraiment plus sur troubles musculo-squelettiques pour le moment. Et on utilise, pour venir un peu expliquer ces troubles, du coup, ce qu'on appelle des modèles biopsychosociaux. Alors là, du coup, pour le coup, c'est les modèles les plus intégratifs qui soient, puisque on a le côté biologique, le côté psychologique et puis le côté social. Donc, ça, c'est son nouveau modèle. Alors, à vous écouter, parce que c'est vrai que vous parlez de déterminants, de facteurs, d'approches de modèles multifactoriels. C'est vrai que là, vous avez, j'imagine que l'ensemble de ces préconisations, de ce rapport, je crois qu'il y a un rapport qui a été, rapport Golac aussi, qui a recensé ces facteurs explicatifs pour les RPS. Évidemment, vous vous appuyez sur la recherche, parce qu'en psychologie du travail, il y a des recherches, mais alors considérables. Oui, en permanence. Alors là, pour le coup, on ne peut pas y échapper. Là, dans la petite présentation que j'ai faite, par exemple, on peut revenir sur cette référence, prévenir les risques psychosociaux et du coup améliorer la qualité de vie et les conditions de travail, donc des outils pour agir efficacement. C'est publié aux éditions Duno. C'est vraiment une des références sur le sujet. Donc il y a un certain nombre d'ouvrages comme ça de références qui peuvent permettre aux personnes qui regardent cette émission éventuellement d'approfondir. Et puis la littérature de recherche aussi est très complète. Bon, faut aller évidemment sur des moteurs spécifiques comme Google Scholar par exemple qui permet, ou d'autres. Vous avez peut-être des bases de données spécifiques en psychologie du travail. Alors moi j'utilise beaucoup Kern. Kern tout à fait. Alors la difficulté de Kern, c'est qu'il faut avoir un abonnement. Alors nous à l'ARACT, on a cet abonnement. Et on a aussi ce qu'on appelle le CRI, c'est le Comité régional d'innovation sociale, qui est vraiment une structure un peu recherche et développement au sein de l'ARACT. Donc, qui fait aussi peut-être des documents qui résument, qui référencent, qui donnent les bibliographies pour les personnes qui souhaitent aller plus loin. Alors, on a quand même exploré le document unique, les risques psychosociaux, les troubles musculo-squelettiques avec tous les déterminants, les grands sujets, les facteurs. Donc là, vous avez des documents sur le site de l'ARACT, de l'ANACT, il existe des choses qu'on peut télécharger. Totalement, qu'on peut télécharger. Alors, j'ai pas mis le lien là, mais du site, mais les gens le trouveront très facilement avec les moteurs de recherche de l'ARACT Réunion ou de l'ANACT pour l'agence nationale. C'est ça. Alors, mais du coup, sur le site de l'ANACT, on a un jeu qui s'appelle « Intégrer les RPS
dans le document unique et qui est vraiment très très bien fait sur le... En fait, on va partir de situations problèmes, on va venir les ajuster aux différents risques. Enfin, pour le coup, c'est vraiment... Donc on peut jouer pour effectivement se sensibiliser à cette question-là et puis éventuellement organiser des ateliers de jeu avec les... Ça doit être vraiment sympa à faire dans les entreprises. Et pouvoir générer vraiment de la prévention au quotidien. Alors, pour revenir maintenant vraiment spécifiquement sur les RPS, donc on a parlé de l'intensité, le temps de travail, les facteurs de risque. Comment est-ce qu'on évalue ? Quelle est la loi par rapport à ça ? Parce qu'il y a certaines obligations maintenant, j'imagine, par rapport à ces RPS. Alors oui, alors la loi pour le coup, il y a donc dans tous les cas, il y a les 9 niveaux de prévention qui sont régis par le Code du travail. Donc le premier, le premier élément pour prévenir les risques psychosociaux, c'est ce qu'on appelle la prévention primaire. Donc, c'est éliminer le risque dès que possible et dès qu'il est identifié, on essaie de le faire disparaître. Et puis, il y a d'autres niveaux de prévention avec notamment, adapter le travail à l'homme et non pas adapter l'homme au travail. Donc, voilà. Donc, ça, on va les retrouver dans le Code du travail. Sur les obligations en lien avec le DU, en fait, on a surtout, depuis 1991, le DU est obligatoire dans les entreprises, dès un salarié. Donc après, on va retrouver un certain nombre de normes qui... mais après, l'idée, c'est vraiment que les entreprises puissent s'en emparer. Donc, via un cadre juridique, mais ce cadre juridique est plutôt facilitant ou aidant. Ce n'est pas un cadre contraignant vous n'avez pas une DU, bam, vous avez une amende, quoi. Oui, c'est ça. C'est que mais le DU, est-ce que le DU est obligatoire quand même dans les entreprises ? C'est une obligation de tenir ce document unique. Parce que le DU, il faut se méfier. Pour nous, université, le DU, c'est les diplômes universitaires, mais là, c'est le document unique obligatoire dans les entreprises. C'est ça. Écoutez, Jean-Noël Amato, je pense qu'on a déjà fait pour cette première partie, parce qu'il y a une deuxième partie qui va donc être proposée donc aux personnes qui nous regardent, où on va continuer, on va rentrer encore plus au fond de ce sujet sur les risques psychosociaux. Voilà, c'est ça. Là, l'idée, c'était un peu de balayer tout ce qui se faisait sur les risques psychosociaux, le DU, les TMS, etc., etc. Et puis là, la prochaine fois qu'on va se rencontrer, du coup, on va vraiment aller sur... mais finalement, les RPS, on a parlé de ces fameux troubles, ces risques, mais comment ça s'organise ? Comment ça s'organise ? Voilà. Eh bien, pour le savoir, attendez la prochaine émission qui sortira très prochainement. Merci Jean-Noël Amato et à très bientôt. Bonne journée. Bientôt.